Bonsoir à tous. Parlez vrai ce soir sur la réforme globale de la fiscalité, un chantier réclamé par l'intersyndicale contre la vie chère. Et de son côté, le gouvernement s'est déjà mis au travail. Un avant-projet de loi de pays a été voté au gouvernement mi-novembre. Pour autant, si l'objectif est de moderniser l'économie, cette réforme sera-t-elle globale ou partielle, surtout plus juste, car toutes les fiscalités, directes, indirectes et celles des sociétés métallurgiques seront-elles concernées? Et pour en discuter avec nous, 4 invités. Sonia Baquez, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du gouvernement chargé de la fiscalité. À côté de vous, Daniel Ochida, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des coprésidents du MEDEF. Pascal Vittori, bonsoir. Bonsoir. Deuxième président de la province sud en charge de l'économie. Et avec nous, David Meyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la Fédération des fonctionnaires et membre de l'intersyndicale contre la vie chère. Alors justement, Monsieur Meyer, entrons avec vous dans le vif du sujet. Je l'ai dit, le gouvernement a-t-il travaillé? Est-ce qu'il a suffisamment associé l'intersyndicale à la réflexion ou pas? Alors ça, c'est tout le problème, justement. L'intersyndicale a été associée tardivement sur les travaux du gouvernement. Donc on a été associé aux travaux de l'économiste Lib, en fait, qui est venu. Et on a eu une réunion de présentation du projet. Et voilà, Je vois dans le calendrier qui m'a été fourni que dès septembre 2010, Madame Baquez, déjà des réunions ont été faites avec l'intersyndicale? Oui, en fait, cette réforme globale de la fiscalité, son intérêt, c'est qu'elle s'attaque à l'ensemble de la fiscalité, la partie fiscalité indirecte, fiscalité directe et fiscalité minière. Et en fait, l'expert mandaté par le gouvernement, Jean-Pierre Lib, a commencé à rencontrer l'ensemble des acteurs. Il y a eu 22 réunions en tout sur cette réforme, l'intersyndicale entre autres, mais l'ensemble des acteurs économiques pour aborder les différentes questions de cette réforme. On va reparler de M. Lib. Est-ce que cette réforme, vous sentez, M. Meyer, qu'elle sera globale ou partielle selon vous? Alors pour l'instant, tout ce qu'on a vu passer jusqu'à aujourd'hui, c'est la TGA. Sur le reste, donc il y a le Congrès a délibéré, il y a eu un ensemble d'engagements, mais ça reste très, c'est pas du concret. Ce qui est concret aujourd'hui, c'est la TGA, la mise en place de cette TGA. Monsieur Vittori, quelle fiscalité veut-on pour ce pays, en gros? Est-ce qu'on veut réformer toute la fiscalité ou une fiscalité et pas les autres? Alors non, on veut réformer toute la fiscalité, mais la difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Les fiscalités indirectes, directes et nickel sont très différentes. Et donc, le Congrès a décidé donc d'un plan de modernisation de la fiscalité en 3 phases, avec d'abord la fiscalité indirecte et l'adoption de la TGA. Dans une deuxième phase, donc la modification de la fiscalité directe. Et enfin, on étudiera la fiscalité nickel. Mais ce plan a été adopté. Les présentations donc, de M. Lib, inspecteur des finances, ont toujours compris 3 phases. Et pour ce qui est de la fiscalité nickel qui devrait intervenir en 3e partie, on a déjà des propositions d'Anne Dutilleul en comité de pilotage nickel qui ont été faites. On va en reparler, Monsieur Ochida. Les entreprises, elles sont demandeuses, je peux oser, de cette fiscalité réformée ou pas? Bien entendu, je me permets de revenir sur vos propos de présentation. Quand vous dites que c'est l'intersyndicale qui a demandé la réforme de la fiscalité, ça fait un bout de temps que le MEDEF la demande. Ça fait à peu près 6 ans, 6 voire 7 ans que le MEDEF la demande, bien entendu. Mais vous l'avez demandé assez fort? Bien entendu, à chaque fois, je pense qu'il faut demander aux politiques, on s'est toujours exprimé, avec les moyens qu'on a, évidemment. Nous ne sommes pas élus, on est à notre place, mais avec les moyens qu'on a, on l'a toujours demandé. Alors, pour répondre directement à votre question, bien entendu, le monde économique attend cette réforme de la fiscalité. Tout le monde était à peu près d'accord pour dire que la fiscalité indirecte telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, avec des taxes sur des droits d'entrée, était obsolète, qu'il fallait de la transparence, que le pays avait besoin de ressources stables, moins dépendantes du nickel, assis sur une assiette beaucoup plus large. Donc on a pensé tout de suite à un impôt indirect, à une fiscalité indirecte reposant sur la consommation. Tout le monde semblait d'accord. Donc effectivement, le monde économique attend cette réforme avec impatience. Vous ne craignez pas qu'elle ait des travers, cette réforme de ces taxes, et qu'elle ait des effets pervers même? Alors effectivement, là on rentre dans le vif du sujet. Quand vous avez une approche partisane, vous allez toujours trouver un défaut à cette taxe. Et c'est ce que je déplore un petit peu. Chacun dans son coin a une approche partisane. Alors, on veut opposer les producteurs locaux aux importateurs, les agriculteurs. C'est votre avis, Monsieur Meyer, c'est partisan? Non. Alors,
Nous, clairement, sur cette TGA, on a quand même des questionnements. Comme je disais tout à l'heure, les travaux qui nous ont été présentés aujourd'hui ne nous permettent pas de dire si oui ou non ça sera inflationniste. Nous, de notre côté, on a travaillé sur cette TGA et on pense que c'est inflationniste. Il y en a qui prétendent sur des taux très importants. Nous, on a des taux d'inflation qui sembleraient un peu moindres, mais quand même on s'accorde tous à dire que ça sera légèrement inflationniste. Alors justement, pour que nous y comprenions un peu plus quelque chose et que les Calédoniens comprennent un peu plus quelque chose, un expert de Bercy, vous en avez parlé, Monsieur Lieb, est venu en juin dernier pour une mission fiscale d'accompagnement. C'est un grand expert de Bercy. Olivier Jeunemann et Claude Bretonnier l'avaient rencontré. Regardez, puis on en parle tout de suite après. Le taux de la taxe générale à l'activité devrait être unique et au moins égal à 6% de la valeur d'un bien. La TGA remplacera à terme 5 autres taxes, la TSS, la TBI, la TFA, la taxe de péage et la THN. Globalement, cette substitution n'affectera pas le rendement des recettes fiscales. Ses promoteurs en attendent même un effet déflationniste sur la consommation des ménages. Le système de TVA est beaucoup plus vertueux qu'un système de droit à l'importation, en ce sens qu'aujourd'hui, l'ensemble des acteurs économiques font ou calculent leur marge sur un prix TTC. Demain, l'ensemble de ces mêmes acteurs calculeront leur prix sur du hors-taxe. Et vous avez là l'explication de la différence entre un système tel qu'il existe aujourd'hui et un système que l'on espère voir être mis en place en Nouvelle-Calédonie qui est fondamentalement moins inflationniste et plutôt déflationniste que le système que vous connaissez aujourd'hui. Plus de transparence sur la composition des prix des biens importés, mais peu de clarté sur les prix des produits locaux qui continueront à être protégés. La réforme devrait les concerner à terme, une fois révisée la TGI et la taxe de protection. En revanche, ne seront pas assujettis à la TGA les secteurs de la location immobilière, de la santé, de l'électricité, de l'éducation et de l'eau. Pour les secteurs de la mine et de la métallurgie, une fiscalité spécifique est actuellement à l'étude. On va reparler de la fiscalité métallurgique après. Madame Baquès, on a vu 6% en début de sujet. Ça veut dire qu'elle sera de 6% cette DGA ou plus ? En fait, le taux va être fixé en fin d'année prochaine pour que on ait bien une fiscalité qui regroupe exactement les mêmes recettes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas qu'il y ait une pression fiscale supplémentaire sur le consommateur. Ce qui est important aussi dans ce qu'a dit Jean-Pierre Lieb, c'est le fait que le système en lui-même de TGA est un système plus vertueux. Ensuite, ce qu'il faut, c'est que les acteurs économiques, dont M. Oshida fait partie, jouent le jeu. C'est-à-dire qu'on est vraiment, à chaque fois qu'il doit y avoir une baisse de coût, le réel baisse de coût, de manière à ce que on puisse avoir un système réellement vertueux. Monsieur Vittori, pourquoi ça remplace 5 taxes d'abord et pas les deux autres, la TGI et la taxe des taxes de protection? Pourquoi pas tout ensemble? Parce que c'est une discussion qui avait eu lieu à l'époque entre le membre du gouvernement en charge de la fiscalité et le membre du gouvernement en charge de l'économie. Et donc le membre du gouvernement en charge de l'économie a souhaité qu'on y aille progressivement, notamment pour protéger nos industries locales. Est-ce que certains secteurs, on a entendu, ne sont pas concernés? Pourquoi justement encore? Notamment location immobilière, santé, éducation, électricité, eau. Parce qu'il y a un certain nombre de secteurs qu'on souhaite exonérer justement pour ne pas favoriser la vie chère. Alors, Monsieur Meyer, votre réaction, on a entendu déflationniste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Sur les principes, oui. Après, quand on rentre dans les mécanismes économiques qui sont pratiqués en Nouvelle-Calédonie, nous, ce qu'on craint, c'est que ce soit l'inverse qui se produise. Prenez un exemple. Voilà, je vais prendre l'exemple d'un paquet de gâteaux. Il arrive à 125 francs sur les quais, il est à 125 francs. Ensuite, il y a les mécanismes de marge, donc soit elles sont fixes, soit en pourcentage. Et là, on a tendance à observer un mécanisme de marge plutôt fixe. Et puis vient s'appliquer la TVA ensuite. Et donc au final, ce paquet de gâteaux qui avant était vendu 225 francs, il y a de fortes probabilités pour qu'il soit vendu entre 227 et 231 francs. D'où entre 1 et 2% de plus. Donc tout ça parce qu'on travaille en marge fixe. Et pourquoi? C'est pas de la mauvaise volonté, je pense pas des distributeurs. C'est plus sur la capacité à travailler en pourcentage ou en marge fixe. C'est ça la difficulté. Donc les acteurs économiques, eux, ils vont devoir changer de système s'ils veulent faire répercuter ça aux consommateurs. À cet exemple qui est concret pour les Calédoniens. Oui, il est concret pour les Calédoniens, mais là on peut faire les projections qu'on veut. Je pense que quand il y a une réforme quelle qu'elle soit, et notamment fiscale,
il y a un comportement à avoir. Et là, le MEDEF appelle les entreprises à avoir un comportement vertueux, à répercuter l'absence de taxes à l'entrée, à répercuter dans leur prix de revient ensuite, en plus de leur marge, et sur laquelle viendra s'appliquer cette fameuse TGA. Alors effectivement, vous avez des gens qui seront peut-être un peu moins vertueux que d'autres, mais ça dans la société... Qui vont profiter du système, de la réforme, pour faire monter les prix. Certainement, mais ce que je veux dire, c'est que en bout de course, quand vous êtes dans un système concurrentiel, c'est le client qui a la réponse. Vous pouvez faire les prix que vous voulez, vous pouvez les augmenter. Si vous êtes plus cher que le concurrent, forcément le client ne sera pas au rendez-vous. Alors, peut-être que certains producteurs locaux, qui n'ont peut-être pas de concurrents, ont peur que effectivement, ça devienne une réalité pour la production locale. Une réponse, Monsieur Meyer, à cet argument-là? Là-dessus, c'est plus pour illustrer mes propos encore sur l'effet inflationniste, c'est le remplacement de la TSS par la TGA. En fait, aujourd'hui, je vais chez le coiffeur, c'est 2500 francs. On m'applique la TSS à 5%. Demain, ça sera remplacé par la TGA à 6%. C'est 1% d'inflation aussi. Donc, mis bout à bout, ça risque de faire beaucoup. Une réaction, Madame Baquès? Oui, simplement, on évoque toujours la partie négative, mais par exemple, sur le fret aérien, on va avoir un point de moins. Donc, on a un point de plus en TSS, on a un point de moins sur le fret aérien. Donc, globalement, on voit bien qu'on a une pression fiscale constante. Mais ce qui est important surtout, c'est que le gouvernement a souhaité que cette réforme passe un an avant la mise en œuvre, de manière à ce que toute une série de contrôles soient mis en place. On a créé des postes à la direction des affaires économiques, on met en place un observatoire des prix, on met en place tout un dispositif pour éviter justement Monsieur Meyer n'est pas d'accord là-dessus. Vous disiez, je crois que c'est pas suffisant et qu'il fallait davantage de postes et davantage de contrôles. Oui. Alors ça c'est l'évidence pour nous. 5 postes sont prévus, 6 postes par la suite, ça fait 11. C'est clairement insuffisant. Dans une grande surface, par exemple, il y a plus de 5000 produits référencés, il faut aller les contrôler au moment du passage. On parle bien du passage. Il va y avoir un gros travail de contrôle. Il y a plus de 20 000 entreprises. Il va falloir contrôler toutes ces entreprises. Enfin, il y a un gros boulot. On a prévu ça, Madame Baquès. On a prévu ce surcroît de travail pour accompagner Monsieur Vittori. En tout cas, au niveau du Congrès, il y a cette conscience-là du besoin de renforcer la direction des affaires économiques. Ça fait plusieurs années aujourd'hui qu'on crée des postes pour cette direction, alors que les finances publiques ne sont pas très bonnes. Et donc, il y a vraiment une priorité à la fois du gouvernement et du Congrès pour renforcer cette direction de contrôle. Alors oui, c'est bien qu'elle soit renforcée, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle n'arrive pas déjà à faire son travail. Un exemple, c'est le prix de l'essence. Aujourd'hui, on paye un surplus du prix de l'essence à la pompe pour permettre une égalité sur l'ensemble du territoire. Donc, aux îles, on devrait avoir le même prix de l'essence. Aujourd'hui, le prix de l'essence aux îles n'est pas le même qu'à Nouméa. Alors, en écho de ce que vous dites, écoutons un élu RPC, Jean-Luc Réjean, pour ne pas le nommer, qui dit la même chose que vous. Au passage, il égratigne la mission de Jean-Pierre Libre. Écoutez, après on se retrouve. Monsieur Libre veut surtout mettre en place en Nouvelle-Calédonie un outil formidable pour permettre de lever des fonds très facilement, pour permettre vraisemblablement à la métropole de diminuer ensuite ses transferts. Monsieur Libre représente l'État, et l'État assure 170 milliards par an de transferts sur la Nouvelle-Calédonie. Donc M. Libre travaille pour l'État. Effectivement, on pourra dire aux Calédoniens après, écoutez, augmentez votre TVA d'1 point, 2 points, 3 points, ça fera 5, 10, 15 milliards de moins à payer pour l'État. En ce qui concerne la TGA, à un seul taux, à 6%, donc comme c'est prévu, cette réforme-là n'est pas bonne, surtout parce qu'elle sera injuste et inflationniste. D'autre part, elle coûtera cher à mettre en place, puisque le système actuel que l'on critique, en fait, est très facile à gérer. Votre réaction, Madame Baquet, c'est Monsieur Oshida, est-ce que ça sera coûteux à mettre en place, vous qui êtes dans... J'ai l'impression qu'on découvre l'impôt indirect en Nouvelle-Calédonie. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a l'application d'une TSS. Certes, elle ne s'applique pas sur l'ensemble des produits et du marché, elle s'applique que sur les services, mais il y a bien une TSS que les entreprises gèrent, collectent en ce moment. Donc la TVA, à mon avis, sera encore plus facile, parce que dans le cas de la TSS, vous avez certaines déductions que vous ne pouvez pas faire, alors que dans la TVA, vous pouvez pratiquement tout déduire. Donc Madame Baquès, je suis très surpris par ces réactions. Madame Baquès, l'outil qui est mis en place pour faire payer plus les Calédoniens, vous dites quoi ? Non, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur va pouvoir lui-même assurer un contrôle, puisqu'en fait, avec ce système-là, on a plus de clarté, plus de transparence pour le consommateur, et du coup, le consommateur va savoir exactement pourquoi il paye, et du coup, comparer les prix. Ce qui était jusqu'à présent pas possible, parce que on avait un système de taxation à l'entrée qui était absolument illisible pour le consommateur. Monsieur Meyer, vous retrouvez dans les propos de Monsieur Réjean ou pas ?
Il y a des convergences Oui, c'est des mots qui sont forts qu'il a employés, mais c'est vrai qu'on peut se retrouver en partie dans ce qu'il dit, oui. Après, augmenter pour une diminution des finances de l'État, là, je pense que c'est un peu... Alors, reparlons de la globalité de la réforme. On a parlé de la TGA qui va se mettre en place. Il y a d'autres fiscalités qui risquent de peser sur les Calédoniens. Et pourquoi est-ce qu'on ne met pas en même temps les autres fiscalités? Est-ce qu'on ne réforme pas tout en même temps, notamment aussi sur les sociétés minières, industrielles et métallurgiques, monsieur Vittori? C'est très complexe, c'est un chantier, on le voit bien, il y a des consultations à faire, il faut travailler avec un spécialiste de la fiscalité, avec un économiste, c'est un chantier de plusieurs années, il faut préparer la direction des services fiscaux et il faut que les entreprises puissent se préparer également à ce changement. Ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Et la fiscalité indirecte est très différente de la fiscalité directe. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Mais on a l'impression qu'on fait payer d'abord le travail plus que le capital. Non. On a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la pression fiscale au niveau de la fiscalité indirecte. Ça, c'est une recommandation de M. Lieb. Elle a été répétée devant les groupes. Il y a eu un engagement. Donc, c'est la fiscalité constante. Ensuite, si on a des besoins, si on doit augmenter la fiscalité, la recommandation de M. Lieb, c'est de le faire sur la fiscalité directe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus proportionnelle. C'est avec la fiscalité directe. Vous gagnez peu, vous payez peu d'impôts. Vous gagnez plus, vous payez plus d'impôts. C'est plus juste. Votre avis, M. Meyer? Ah oui, donc il faut travailler sur la fiscalité directe, c'est une évidence. La mise en place de la TGA, ça va toucher la consommation. Donc en pourcentage de salaire, c'est les petits salaires qui seront le plus impactés par la TGA. Donc il est important de passer tout de suite à un travail sur la fiscalité directe. Alors, Oui, mais vous savez, moi je connais bien l'histoire. Ça fait 20 ans qu'on parle de la TVA en Nouvelle-Calédonie. Le premier qui s'est occupé de ça, c'était Yves Magnier. Ensuite, il y a eu Didier Leroux à partir de 2004. Ensuite, il y a eu Bernard Deladrière. Maintenant, c'est Sonia Lagarde. Donc, vous savez, à repousser les échéances, on fera... Sonia Baquès, pardon. À repousser les échéances, on ne fait jamais rien. Monsieur Vittori, on reste dans une situation qui est très complexe. Moi, je voudrais revenir sur la complexité de la fiscalité actuelle. Les entreprises qui font venir des biens de consommation en Nouvelle-Calédonie savent bien à quel point c'est compliqué de savoir quel est le référencement. Le code des impôts en Nouvelle-Calédonie, c'est quelque chose de très complexe. Et donc, il y a ce besoin. Les entreprises fonctionneront mieux et le consommateur bénéficiera de cette simplification. Mais on a quand même l'impression, et vous venez de le rappeler, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés dans les gouvernements. On épargne toujours les sociétés métallurgiques qui se plaignent tout le temps qu'elles n'ont jamais d'argent, qui engrangent des divisions. Il ne faut pas me dire ça. Moi, je suis à l'origine d'un redressement fiscal sur une société métallurgique. Pourquoi aujourd'hui on ne met pas d'abord ou en même temps? Je comprends que vous avez été effectivement à la base des 4 milliards qu'a dû payer la SLN, ou 5 milliards. Mais cela dit, aujourd'hui, on attend encore que ça soit d'abord la fiscalité indirecte qui paye, et c'est quand même toujours les mêmes. Il y a une stabilisation de la fiscalité, et puis progressivement, on passera à la fiscalité directe et à la fiscalité nickel. Il y a d'autres enjeux. Un exemple, il faut les étudier. Le kilowatt, le tarif du kilowatt, le contrat NRK-SLN, il doit être renégocié avant la fin de l'année. Oui. Pourquoi est-ce que les industriels payent l'électricité moins cher que les Calédoniens? Est-ce que ça, c'est pas aussi aberrant? Non, mais là-dessus, les choses sont très claires. Le gouvernement s'est positionné pour faire payer à la SLN le prix maximal sur ce contrat-là à partir du 1er janvier 2012. Donc là, très clairement, on ne peut pas accuser le gouvernement de ne pas vouloir faire payer le secteur minier. On passe de 2 à 13 francs, donc on multiplie par 6,5 quand même, ce qui n'est pas rien. C'est loin quand même de ce que payent les Calédoniens. C'est le maximum de ce qu'on peut faire. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que la suite de cette réforme globale de la fiscalité, elle va s'attaquer à la fiscalité directe. Et là, c'est bien l'occasion de mieux répartir cette pression fiscale, notamment pour faire plus participer les revenus du capital que ceux du travail. Donc c'est bien dans ce sens-là et c'est bien à ce moment-là, au moment de la réforme de la fiscalité directe, qu'on va s'attaquer à ces chantiers-là. Une réaction sur la fiscalité métallurgique, M. Oshida? Oui, sur la réforme globale de la fiscalité, je voudrais simplement dire, pour répondre à votre question, que là, en la matière, il faut y aller progressivement. Je pense qu'une réforme globale de la fiscalité en un seul coup, c'est irréaliste. Donc effectivement, il faut s'attaquer à la réforme de la fiscalité indirecte, puis la fiscalité directe, puis la minière. Nous, au MEDEF, on a toujours prôné une réforme globale. Donc effectivement, on est demandeur d'une réforme globale de la fiscalité.
Et dans cette réforme globale, je voudrais quand même rappeler ce que demande Accor et Acri, le MEDEF, depuis bien longtemps, essayer de fiscaliser une partie des charges sociales pour justement diminuer le coût du travail. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui devrait être profitable pour les entreprises. Monsieur Meillard n'a pas l'air d'accord avec vous. Et rendre concurrentielles les entreprises. Je ne peux pas entendre ça. Les charges sociales en Nouvelle-Calédonie, elles sont beaucoup inférieures à celles de métropole. Donc encore, vous voulez fiscaliser ça? Moi, je regrette là-dessus. On va avoir un point de rupture. Ça sera pas possible. Par contre, s'intéresser aux dividendes des sociétés qui retombent et qui ne sont pas soumis à l'impôt, là, oui, là, il y a des vraies recherches à faire. L'impôt sur les sociétés, les recettes fiscales, 24 milliards. L'impôt sur les taxes sociétés métallurgiques, 3 milliards. Ce sont des chiffres parlants. Donc pourquoi est-ce qu'ils payent moins que les entreprises, monsieur Vittori? Ça dépend des années. Enfin, l'impôt sur les sociétés métallurgiques... C'est 8 fois moins. Mais non, mais ça dépend des années. Il y a des années, c'est beaucoup plus. Et c'est plus que les sociétés ordinaires. Ça dépend de la conjoncture nickel. Là, il se trouve qu'on est dans des années qui sont un petit peu moins fastes pour le nickel. Mais c'est très variable. On a l'impression que chaque année, c'est moins faste. Non, c'est très variable en fonction des années. Il y a des années où la fiscalité nickel rapporte énormément. Ce qu'il faut, c'est que les entreprises, comme les particuliers, paient ce qu'ils doivent. Voilà. Qu'ils contribuent à l'effort global de financement des services publics. Vous avez parlé, Madame Baquès, de la fiscalité directe. Vous nous annoncez donc que les frais de notaire vont baisser. Vous nous annoncez que les placements financiers vont être taxés. C'est ça, la fiscalité directe, c'est ça. Et ceux qui envoient leur argent dans les paradis fiscaux vont être contrôlés et sanctionnés. C'est ça que vous nous annoncez ce soir? La partie contrôle a déjà été faite par le gouvernement. Sur le reste, il y a un état des lieux qui va être fait. Les choses se font dans l'ordre, les choses se font de manière progressive. De la même manière que sur la fiscalité indirecte, on a fait d'abord un état des lieux qui nous a montré qu'on avait une fiscalité directe qui était illisible et qui avait nécessité d'évoluer. On a un état des lieux qui va être fait par Jean-Pierre Libre dans le courant du mois de décembre, et le Congrès va ensuite décider de tout ce qu'on met en œuvre. Mais on est bien dans une réforme globale, donc on va s'attaquer à tous les fronts avec des objectifs qui sont clairs de meilleure répartition de la richesse. Sur la fiscalité minière, il y a une vraie volonté, malgré les conventions qu'il y a avec les miniers actuellement, de faire payer plus le secteur minier. Cette volonté-là, elle y est, et là aussi c'est quand même une nouveauté, et c'est un affichage fort des élus du Congrès et du gouvernement, pour faire payer plus. Et là-dessus, on travaille avec le syndicat des industries métallurgiques et minières pour avancer de ce côté-là. Monsieur Oshida. Écoutez, il y a certaines choses complètement fausses que je ne peux pas laisser passer. Monsieur Meillard parle d'entreprises qui ne payent pas d'impôts, à part les entreprises qui ont bénéficié d'un pacte de stabilité, donc il y en a à peu près 2 sur le territoire. Je ne sais pas qui ne paye pas d'impôts. Moi, je vais vous répondre. Non, mais laissez-moi terminer, monsieur Meillard, parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais il va vous répondre après. Voilà, la parole. Même vous, Alexandre, vous êtes tombé dans le panneau. Vous avez dit ceux qui prennent leur argent pour mettre dans les paradis fiscaux. Mais l'évasion fiscale, effectivement, c'est quelque chose qui consiste à ne pas payer d'impôts et à soustraire de l'argent de Nouvelle-Calédonie pour le mettre... Mais aujourd'hui... Vous dites qu'il n'y a personne qui fait ça? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas contrôleur des impôts. Mais c'est vous qui êtes tombé dans le panneau, monsieur Oshida, c'est pas moi. Non, mais attendez, Alexandre. Aujourd'hui, les gens payent leurs impôts. Et après, on est encore dans un pays de libre circulation des biens où les gens font ce qu'ils veulent avec l'argent. Une fois qu'ils se sont acquittés envers le pays, effectivement, dans la pression fiscale actuelle, qui peut être améliorée, mais une fois qu'ils sont acquittés de leurs impôts, ils font quand même ce qu'ils veulent de leur argent. Alors, monsieur Meillard, vous répondez. Oui, moi, quand je parlais de ne pas payer d'impôts, c'est les dividendes. Un patron qui touche 100 millions de dividendes, il n'est pas imposé. Il n'est pas imposé. La société paye pour lui 15%, mais c'est tout. Alors que s'il avait ses 100 millions sur son compte, ça serait 40%. Monsieur Vittori va vous répondre. Meilleur, vous n'êtes pas bon dans les taux. L'impôt sur les sociétés, c'est 40% quand vous versez des dividendes. Donc c'est pas 15%. Non, c'est ça. C'est que les dividendes sont imposés aussi, oui, bien sûr. Mais je crois que c'est pas ça la difficulté. La société paye. C'est pas la personne. Le gars qui touche, le patron qui touche ses dividendes, ses 100 millions de dividendes, lui, il paye zéro. Il pourrait trouver un système, par exemple... Pourquoi? Parce qu'il y a des niches fiscales, c'est ce que vous voulez dire? Clairement, ça s'en est eu. Non, mais je crois que ça n'intéresse pas le public. D'abord, le patron paye, puisque effectivement, quand il a le droit à 100 millions de dividendes, il est obligé d'en reverser 13 millions 25. Voilà, pour prendre un exemple. Donc c'est bien lui qui paye, puisqu'au lieu d'empocher 100 millions, il en empoche 87. Donc c'est bien lui qui paye. C'est la société. Je pense pas que ça intéresse le public. Il y a une vraie volonté. Il y a effectivement encore aujourd'hui quelques exceptions
corruption de sociétés qui ne payent pas d'impôts, et le gouvernement s'attelle à justement aller dans le sens d'une meilleure équité. Je vais parler par exemple des assurances. On a aujourd'hui des sociétés d'assurance qui ne déclarent pas leur siège en Nouvelle-Calédonie et du coup ne sont pas imposées en Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi on accepte que d'un côté un certain nombre de sociétés jouent le jeu et puis d'autres finalement déclarent leur siège ailleurs et puis ne déclarent pas leurs revenus? Donc c'est bien là-dessus qu'on s'attelle, et le texte est prêt là-dessus pour pouvoir mettre tout le monde sur un pied d'égalité et que les recettes que la Nouvelle-Calédonie doit recevoir arrivent bien dans ses caisses. Ce qui intéresse le public, M. Yoshida, c'est qu'on soit équitable devant l'impôt. Absolument. On est d'accord. Absolument. C'est pour ça qu'on appelle de nos voeux, écoutez, on appelle de nos voeux une réforme globale de la fiscalité, parce qu'il ne faut pas être dupe. Dans ce pays, les prélèvements obligatoires, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, vont aller croissant. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, Alexandre, parce que les besoins du pays sont croissants. Que ce soit pour boucher le RUAM, que ce soit le handicap qu'on vient de mettre en place, que ce soit le minimum vieillesse, tout ça, il va falloir le financer. Donc vous allez avoir des prélèvements obligatoires qui vont aller en augmentant. Il ne faut pas être dupe. Donc les Calédoniens vont payer un peu plus. Bien sûr. Les plus-values vont être taxées, M. Vittori? Alors, il y a un projet qui avait été préparé par Didier Leroux entre 2004 et 2007. La délibération est prête et je crois même qu'elle devrait être présentée. Résidence principale ou secondaire? Secondaire, sur les résidences secondaires uniquement. Donc l'avantage, c'est quand vous êtes dans votre maison principale et que vous l'avez habitée pendant au moins 5 ans, vous ne payez pas la taxe. Par contre, si vous avez une résidence secondaire et que vous faites une plus-value importante, vous paierez une taxe. Si vous voulez spéculer, par exemple, sur la terre en achetant des terrains sans les bâtir dans les lotissements et puis sans occuper donc, ces maisons, simplement pour faire de la spéculation et gagner de l'argent, eh bien, vous devrez vous acquitter d'une taxe. On arrive presque à la fin de l'émission. Une chose à rajouter, Mme Baquès, et pareil à messieurs, mais allez-y. Oui, simplement dire qu'on a vraiment besoin d'une fiscalité moderne maintenant parce que, on l'a dit, on a des besoins sociaux majeurs et qui vont vraiment changer le quotidien des Calédoniens. On parle de vie chère parce que c'est en creux de toute cette discussion, mais ce qui va vraiment changer le quotidien des Calédoniens, c'est quoi? C'est par exemple le minimum retraite et le minimum vieillesse. Ça va réellement changer le quotidien des Calédoniens. Ensuite, on va pouvoir, avec la fiscalité, assurer une meilleure équité pour que, bien évidemment, ceux qui ont le plus puissent participer le plus aux besoins sociaux. Une dernière chose à rajouter, M. Meyer, avant de conclure? Oui, donc jusqu'à présent, les travaux ont été assez difficiles avec le gouvernement. Du coup, on pense qu'on a été insuffisamment associés aux travaux qui ont été faits. On peut noter une amélioration sensible sur ce point de vue-là et on espère pouvoir travailler de concert avec le gouvernement. Merci à vous 4 d'être venus dans cette émission. On déborde, hélas, on ne pourra pas continuer. Sujet passionnel, sujet difficile, sujet délicat, puis c'est toujours au portefeuille. Donc c'est toujours passionnel, M. Yoshida, vous êtes d'accord, hein? Oui, comme tous les autres sujets. On a d'autres sujets passionnels aussi. On se reverra pour en parler. Vous pouvez revoir l'émission Parlez Vrai sur le site internet qui s'affiche en bas de votre écran ou postez vos commentaires sur la page Parlez Vrai de Facebook. Restez avec nous tout de suite, c'est le journal de la rédaction et merci encore à vous 4 d'être venus ce soir. Merci.